Bienvenue sur Télé Antilles, très heureux de vous retrouver mesdames, messieurs dans cette émission. Les invités de Mike, une émission donc réalisée par Peggy Ladéon que nous saluons. Une réalisation donc de Peggy Ladéon, on vous l'a dit. Jean-François Saint-Louis pour la mise en image et puis on salue également notre directrice des programmes Danielle Borila. Nous sommes aujourd'hui avec un invité donc pour parler rendez-vous, donc de plein de rendez-vous et surtout donc de ces délégations. C'est le président du CRIFORM, donc le conseil représentatif donc, des Français d'outre-mer, c'est-à-dire nous autres. Daniel Dalin partage donc cette émission avec nous et notre invité. Bonjour. Bonjour Mike. Monsieur Dalin. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc bienvenue dans cette émission, les invités de Mike, une émission que vous retrouvez bien évidemment sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407, et puis sur les différents réseaux sociaux donc de Télé Antilles, Dailymotion, YouTube, Facebook, mais également TikTok, avec notre président du CRIFORM, Daniel Dalin. Donc nous allons survoler tout un tas de sujets ô combien importants, Daniel Dalin, parce que le CRIFORM, alors pour ceux qui ne connaissent pas le CRIFORM, donc c'est une... C'est un lobby, le CRIFORM se veut être un lobby pour l'outre-mer, ouais. L'outre-mer d'ici et l'outre-mer de là-bas. D'accord. Quand vous dites un lobby, c'est... Alors pour ceux qui nous regardent là aujourd'hui devant... Un lobby, c'est... Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un lobby? C'est une structure qui permet, qui défend les intérêts, que ce soit des intérêts culturels, politiques, sociaux des ultramarins. Parce que c'est important ce que vous dites, parce qu'on a plein de questions à vous poser, Daniel Dalin, puisque vous parlez donc d'intérêts, donc de la défense des intérêts donc des originaires donc des Outre-mer. On rappelle que le CRIFORM a été créé en 2014. 2014. Ouais. Vous êtes donc à la tête donc de cette structure, de ce lobby depuis 2018. Vous avez succédé à Jean-Michel Martial, donc on salue sa mémoire, donc décédé donc à la tête donc de cette structure. Vous avez été également le président du collectif d'hommes. C'est quoi? C'est le petit du CRIFORM? Je suis toujours le président du collectif d'hommes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans le collectif? Le collectif fait plutôt des écrits. Ouais. Nous sommes un peu... Le collectif est peut-être plus violent que le CRIFORM dans ses actions. D'accord. Mais bon, comme on a préféré donner la priorité au CRIFORM, le collectif se tient là. On continue à travailler. On a quelques membres, pas beaucoup, peut-être une cinquantaine. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a des messages plus importants que vous pourriez faire passer à travers le collectif. Tout à fait. Ouais. Qu'au CRIFORM, parce que le CRIFORM, c'est quoi? C'est plus politisé, c'est plus poli? Non, c'est pas politisé, c'est plus politique. Donc, c'est beaucoup plus... Il y a des manières de faire qui sont totalement... qu'on ne pourrait pas faire au collectif d'hommes. Au collectif d'hommes, on peut nous considérer comme des empêcheurs de tourner en rond, de dénoncer les choses un peu plus brutalement, avec brutalité, alors que le CRIFORM se veut... le lobby commence par des rendez-vous au ministère, discuter des cas... Tous les ministères de tous les ministères. C'est possible. Ouais. Ils ne nous reçoivent pas tous, mais certains ministères, notamment le ministère de l'Outre-mer, le conseiller du Premier ministre, lorsqu'on a des sujets, on va en parler. Quand vous dites qu'ils ne nous reçoivent pas tous, on n'est pas toujours pris au sérieux par tous les ministères? En fait, on nous renvoie tout le temps vers le ministère des Outre-mer. Ouais. Voilà. Or, je pense que si on a un problème qui touche l'éducation nationale, il faut aller voir le conseiller du ministre de l'Éducation nationale. Des fois, ils en ont forcément quelqu'un en charge des Outre-mer. Mais on nous renvoie systématiquement, lorsque nous faisons une demande, auprès du ministère des Outre-mer. Alors, question que je vous pose, donc, justement, parce qu'on parle politique, vous en pensez quoi? Aujourd'hui, donc, le ministère des Outre-mer donc, est un ministère sous tutelle, rattaché donc, au ministère de l'Intérieur. Non, maintenant, il est rattaché au Premier ministre. Directement au Premier ministre. Donc, on ne peut pas avoir directement... Enfin, tous les ministères sont rattachés au Premier ministre, par définition. Non, mais là, il est rattaché directement au Premier ministre. D'accord. Voilà. Mais on ne peut pas avoir un ministère des Outre-mer comme on a connu autrefois avec d'autres gouvernements et d'autres présidences dans le passé. Tous les ministères, ils sont rattachés. C'est le Premier ministre qui donne des orientations. On est d'accord. Mais les décisions, par exemple, sont prises directement entre le ministre de l'Outre-mer et le Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, il est celui qui décide direct. En fait,
en termes de prise de décision, les décisions sont prises beaucoup plus rapidement que si on était, par exemple, la tutelle du ministère de l'Intérieur. Comme c'était le cas il y a quelque temps. Qui ramène après au Premier ministre. Donc, ça prouve qu'il y a une prise au sérieux de la... Parce qu'en fait, c'est comme le délégué interministériel qu'il y avait à l'époque. Au départ, il dépendait directement du cabinet du Premier ministre. Pour diluer l'importance du délégué, on l'a mis rattaché au ministre des Outre-mer. En fait, il devenait un simple collaborateur. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes simple collaborateur, vous n'avez pas le même impact politique que si vous êtes rattaché directement au Premier ministre. Donc, l'impact politique d'un cabinet rattaché au Premier ministre est beaucoup plus important. Très bien. Alors vous dites que le ministère donc, a la délégation donc, des chances des Français d'Outre-mer, rattaché maintenant directement au cabinet du Premier ministre. Du Premier ministre. Voilà. D'accord. Et non plus à l'Outre-mer. Le symbole politique, le message politique que ça donne, ça dit tout simplement que le Premier ministre, il est le président de la République ou bien le Premier ministre, ils sont plus sensibles, entre guillemets, sensibles à ce qui se passe en Outre-mer. Très bien. Le CREFORM, alors là maintenant on a un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, mis en place, donc le gouvernement Barnier. Est-ce que quand ce gouvernement est en place, vous sollicitez, vous envoyez donc des demandes pour leur dire, mais voilà, à l'Outre-mer, voilà ce qu'on rencontre comme problème et on souhaite être reçu pour en discuter? Alors, moi, j'ai vu la composition du ministère. Ouais. On peut ne pas aimer, hein, mais bon, pour le moment, je préfère ne pas me positionner là-dessus. On attendait depuis très longtemps qu'un ministre soit nommé. On a toute une série de thématiques à apporter à la connaissance de ce ministre. Les rendez-vous vont être pris à la fin du mois ou le mois prochain, parce qu'il faut donner le temps de savoir qui est chef de cabinet, qui est directeur de cabinet, de façon à ce que les rendez-vous soient pris. Très bien. Le ministre qui vient d'être nommé, donc François-Noël Buffet, c'est quelqu'un que vous connaissez, Du tout. Du tout. Ouais. Du tout. Ouais. Donc voilà, on nous a mis un ministre qui va découvrir les Outre-mer. À mon avis, s'il y a un ministère qui change beaucoup, mais facilement de ministre, c'est bien le ministère de l'Outre-mer. Et du logement, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Brown Privé a y été, après, en même pas 2 ans, on a eu 3 ou 4 ministres. Ouais. Bon, ça prouve que la considération aurait-on fait ça s'il s'agissait du ministère de l'Intérieur? Je ne crois pas. Aurait-on fait ça s'il s'agissait des ministères régaliens? Je ne pense pas. Mais c'est comme ça. Sous le gouvernement du président Macron, la considération avec l'Outre-mer, ça reste un concept qui sont loin de mettre en pratique. Très bien. Alors, on a parlé du collectif d'hommes. Moi, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet avec vous, Daniel Dallain, donc, pour parler donc, des problèmes, donc, nos préoccupations premières sur le terrain. Alors, aujourd'hui, donc, il y a donc, sur la Martinique, notamment, donc, cette lutte avec le R, notamment, donc, M. Petitot, donc, contre la vie chère. Quel est le positionnement du CREFORM? On ne vous a pas entendu sur ce dossier. Moi, je suis passé, c'est quand? La semaine dernière, sur France 24, où j'ai dit clairement que le CREFORM soutenait le R, que nous, notre rôle ici, c'est de diffuser le maximum de documents qu'on peut avoir issus du R, en tout cas issus de la presse ou d'outre-mer, d'en faire l'écho, et que lorsqu'on nous pose la question, oui, nous soutenons le R. Il est normal de soutenir le R. Celui qui ne soutient pas le R, il se tire une balle dans le pied. Parce que lorsque vous allez aux Antilles, même si vous vivez ici dans l'Hexagone, et quand vous partez voir vos parents, vous voyez bien le prix, le coût de l'alimentation, c'est du racket. Donc oui, nous soutenons le R. La seule chose que je dis, c'est qu'il ne faut pas que le combat du R se termine soit en bain de sang, parce que le gouvernement n'attend que ça, qu'il y ait des débordements pour rappeler les gens avec brutalité à la réalité. Donc, il faut saluer aussi la grande intelligence, en tout cas
comment le R arrive à maîtriser ses troupes, comment le R arrive à prendre du recul pour faire passer des messages, et ces messages sont bons, et je pense que la population tout entière se retrouve derrière le R. Alors, pour parler du R, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, donc c'est Rodrigue Petitot, donc ce garçon sorti de nulle part, et qui a pris donc son bâton de pèlerin pour aller défendre les droits donc des Martiniquais et se battre contre la vie chère, puisque depuis des années, des décennies, on le dit, mais il n'y a rien qui bouge. Il a démontré donc un pack d'eau qu'on paye 2,50 € ici dans l'Hexagone, on le paye 12 € en Martinique. Il y a une disparité mais considérable, pour ne pas dire exponentielle, entre les prix pratiqués ici dans l'Hexagone et ceux qu'on voit sur les Antilles, sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Outre-mer en général. Donc une grande disparité. Et il a pris son bâton de pèlerin et il a voulu donc réveiller les consciences. Il y a des profits. Ouais. La disparité, en clair, ce sont des profits. Des profits qui ne sont pas justifiés, ça il faut le dire. Mais il faut aussi rappeler à nos compatriotes qui nous écoutent que c'est cyclique. En 2009, ça a été un peu la même chose avec Elie Domota. Il dénonçait aussi, il y avait aussi le principe de la vie chère. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a pondu quelque chose, on nous a dit il va y avoir le bouclier des prix avec quelques prix qui sont des prix témoins. Ouais. Ça a duré combien de temps? Ça a duré très peu de temps. 50 produits de première nécessité. Ouais. Ça a duré c'était tellement vite qu'on l'a plus ou moins oublié. Ce qui fait que les prix sont revenus plus chers, beaucoup plus chers. Mais ce qu'il faut dire aussi à nos compatriotes, c'est que si tout ça se passe en Martinique ou en Guadeloupe, en Outre-mer en général, ça se passe avec le regard complaisant de l'État français, de l'État central. Parce que l'État sait, le préfet sait, puisque le préfet il y vit, même si ce n'est pas lui qui paye son alimentation, mais il sait comment ça se passe. Les renseignements généraux savent que le coût de la vie est cher, que les produits, des fois, les bénéfices sont multipliés par X. Mais tout le monde ne dit rien, jusqu'à ce qu'un citoyen, le lambda, dise que ça suffit. Mais vous verrez que dans 10 ans, on sera toujours au même et vous-même, Daniel Dalin, quand vous partez donc, en Martinique, en Guadeloupe, donc, en délégation, vous êtes confronté à cette cherté de la vie. Vous le voyez quand vous rentrez dans ces supermarchés qui pilulent, qui grandissent. Il y en a de plus en plus d'ailleurs sur nos territoires. Quand vous voyez ces prix, quand vous revenez à Paris, vous émettez, vous envoyez des rapports donc, aux instances, au ministère des Outre-mer, au ministère de l'économie. Non, on ne fait pas ça. Non, quel est le positionnement du CREFOM par rapport à cette cherté de la vie? Ben écoutez, nous, on a décidé... En fait, Mike, n'oublions pas que nous sommes quand même 1 million 100 000, on ne sait pas, d'ultramarins qui vivons ici dans l'Hexagone. Bon, le CREFOM s'adresse... Alors le million, on rappelle que c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et puis quelques autres mers. Nous sommes beaucoup plus nombreux à vivre en Hexagone qu'à vivre dans les territoires. Voilà. D'accord. Donc notre but à nous, le but premier du CREFOM, c'est de ramener une égalité de traitement entre les ultramarins et les Français lambda. Et croyez-moi, il y a déjà fort à faire. Donc, lorsque si on intervient, par exemple, je suis intervenu récemment auprès du ministre de l'Éducation nationale, c'est l'enseignement supérieur, pour défendre un cadre de l'université qui est en difficulté à La Réunion, avec courrier à l'appui, rendez-vous à l'appui, discussion à l'appui, pour essayer de desserrer les taux sur ce cadre-là. Donc, on fait des choses, mais seulement, j'ai passé un mois, par exemple, je passe un mois à la Martinique en décembre, j'entends les touristes qui disent « mais putain, c'est cher ». Les touristes qui disent « mais c'est trop cher pour acheter une bouteille de vin ». Qui ne sont pas des Martiniquais de souche. Ce sont des Blancs, des Français lambda. Ouais. Ils regardent le coût des choses, ils le savent que c'est cher. Les gouvernants savent que c'est cher. Mais la solution doit aussi venir, la révolte doit aussi venir des Antilles, de ceux qui subissent au quotidien. S'il faut faire le relais,
S'il faut mobiliser, on mobilisera. Mais c'est une bonne chose, c'est salutaire que ça vienne de la Martinique, et la Martinique se fait le dépositaire d'un combat qui, somme toute, c'est exactement le même en Guadeloupe, exactement le même à La Réunion, et qu'il faut laisser des choses s'embraser, entre guillemets, pour qu'enfin l'État comprenne qu'il faut faire quelque chose. Enfin, ma grand-mère qui a toujours payé son pack d'eau 10 €, quand elle rentre en supermarché, elle le paye 10 €, elle a l'habitude de le payer 10 €, elle ne s'en rend pas compte. Donc de cette cherté de la vie, il a fallu qu'il y ait une comparaison entre nous autres qui vivons donc, dans l'Hexagone et quand on retourne aux sources pour comparer et dire que voilà, c'est incompréhensible. Donc aujourd'hui, en fait, les Antillais, les Guyanais, les Rionnais donc, qui vivent sur place, sur et dans ces territoires, sont des vaches à lait, concrètement. En fait, Mike, il y a deux types. En fait, le gouvernement, la France a créé deux types de citoyens. Ouais. Ceux qui sont fonctionnaires, qui bénéficient des 40% de vie chère, même ceux-là, qui ont pourtant 40% de vie chère, râlent déjà depuis un bon moment que la vie est chère. Imaginez le cultivateur, le pêcheur, l'ouvrier, qui lui ne touche pas les 40% de vie chère. Ces gens-là, dès le 4-5 du mois, ils sont raqués, financièrement parlant. Donc, les gens prennent conscience que la vie est chère. Mais il faut organiser je ne dis pas la révolte parce que je veux, mais il faut organiser la riposte. Pourquoi la vie est chère? Expliquer qu'un produit qui coûte 2 € à Paris ne peut pas coûter 12 € en Martinique. La continuité territoriale, c'est ça. Il y a une continuité territoriale de prix. Donc, si c'est cher, c'est parce que le gouvernement français a laissé faire les choses. Bruxelles a laissé faire les choses. Mais que peut-on faire, justement, vous qui êtes à la tête donc, de ce lobby, comme vous dites, donc le CREFOM, que peut-on faire, que doit-on faire pour que les choses puissent, une bonne fois pour toutes, bouger et changer? Parce qu'on nous a fait plein de promesses. On nous a, depuis 2009, peut-être même bien avant, donc 2009, avec, on peut dire, la crise d'Omota donc, sur les Antilles. On est resté plusieurs mois en grève, on a pensé que les choses allaient bouger favorablement. Non, on nous a mis une petite roustine et puis c'est reparti de plus belle. Daniel Dalin, que doit-on faire, que peut-on faire pour que les choses changent durablement et définitivement sur nos territoires? Il faut aussi se rendre à l'évidence, les prix ne seront jamais les mêmes selon que vous soyez en France ou aux Antilles. Mais pas 3 fois, 4 fois le prix d'un. À partir du moment qu'on a fait ce constat-là, il faut aussi que le gouvernement réduise les intervenants entre celui qui achète et celui qui vend. Parce que ce sont souvent les mêmes qui se multiplient en différents postes, qui prélèvent un peu sur... Alors moi j'ai reçu donc, à votre place dans cette émission, les invités de Mike, donc, le député martiniquais, donc Johnny Aja, qui avait pointé du doigt en disant, voilà, quand tel groupe achète un produit donc, ici, dans l'Hexagone, et qu'il le ramène aux Antilles, c'est la même famille, avec plusieurs intermédiaires voilà, donc d'intermédiaire en intermédiaire, donc chacun prend sa marge et grossit le prix en arrivant à Martinique. Mais c'est simple de rayer tous les intermédiaires et de dire, bon, voilà, on passe d'un point A à un point B, et puis... c'est le gouvernement qui doit faire ça. On enlève les intermédiaires. C'est le gouvernement qui doit faire ça. On a attaqué l'octroi des mers. Aujourd'hui, le système tel qu'il est donc, sur nos départements et nos territoires d'origine, on a laissé faire. Le gouvernement a laissé faire. C'est le gouvernement qui fixe les règles. Le gouvernement a laissé faire. La région Outre-mer, elle peut influencer plus ou moins sur le coût de l'octroi des mers. On a voulu nous faire croire que c'était l'octroi des mers qui faisait que les coûts étaient exorbitants. C'est pas vrai. Les coûts sont exorbitants parce que chaque intervenant prend une commission et... Il y a trop d'intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires, mais beaucoup trop d'intermédiaires. Ouais. Et pourquoi on n'empêcherait pas les Antilles de commercer avec les pays de la Caraïbe? Puisque c'est le coût du transport qui coûte cher. Pourquoi on leur permettrait? Et là, il y a le veto du gouvernement aussi. On a le veto de l'Europe. Ouais. Parce que nous sommes des départements français d'Amérique.
Donc nous sommes tenus par l'Union européenne. Pourquoi on ne permettrait pas? Pourquoi la France, si elle voulait vraiment rendre service aux populations ultramarines, pourquoi la France ne demanderait pas une dérogation qui permettrait qu'on achète des choses à 500 km? À 500 km, vous avez d'autres pays. Ne serait-ce que l'énergie, le pétrole, par exemple, qu'on pourrait prendre au Venezuela où ça ne coûte pas très cher. Pourquoi on nous dit que le pétrole du Venezuela, il n'est pas bon? Alors, c'est exactement le même. Il faut faire venir celui qui vient de la mer du Nord, avec le coût. Pourquoi? Pourquoi on nous dit, par exemple, il faut faire d'écologie. On parle d'écologie, alors que le solaire, qui est pourtant une île des pays d'outre-mer qui sont ensoleillés au moins 300 jours par an, expliquez-moi comment ça se fait qu'il n'y ait pas de ferme solaire beaucoup plus importante que celle qu'on essaye d'initier maintenant et qui sont tenues par une petite partie de la population. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une volonté de l'État de nous considérer après des colonies, nous sommes des vaches à lait. Et on retrouve ça à tous les niveaux, que ce soit le transport maritime, que ce soit le transport aérien, que ce soit le repas, que ce soit l'alimentation, eh ben, l'État profite des ultramarins. Mais j'ai envie de dire l'État, mais pas que. On l'a vu. L'État, en tout cas, l'État regarde... Aujourd'hui, il y a une table ronde. L'État est passif. Voilà, on a une table ronde donc, avec les dirigeants donc, de la Martinique, donc la CTM, donc les députés, monsieur le préfet, monsieur Bouvier, le collectif donc, de Rodrigue Petitto, donc le R. Donc, quand on regarde bien, on a des gens qui sont autour de la table, mais j'ai presque envie de dire que ça va accoucher encore d'une souris. Je crois que ça va accoucher d'une souris. Sauf si la population décide, comme un seul homme, de boycotter les commerces. Mais comment peut-on faire? Alors là c'est pas d'utopie, pas de langue de bois non plus, Daniel Dalin. Comment peut-on faire pour boycotter? Alors quoi? Ne pas aller dans les supermarchés? Ils savent qu'au bout de 15 jours, on ne va pas y retourner, mais au 16e jour, parce qu'il faut qu'on mange, il faut qu'on achète ces produits d'entretien, il faut qu'on achète donc tous ces produits qu'on ne fabrique pas sur le territoire. À un moment donné, il va falloir donc qu'on lâche un peu, et ils savent qu'on va y retourner. C'est pas ça la solution. Oui, mais je ne suis pas certain qu'ils vont tenir longtemps. Je ne suis pas certain qu'ils vont tenir longtemps. Mais ça s'est déjà démontré avec la grève de 2009. Mais, donc, ils le savent. Ils savent qu'à un moment donné, ils l'ont dit d'ailleurs, ils l'ont dit, voilà, le Martiniquais, on le connaît, ou le Guadeloupéen, on le connaît. À un moment donné, il aura faim, il va revenir. Donc, à un moment donné, ce discours, d'abord, il n'est pas entendable. Donc, il faut mettre la pression sur les... Quand les Martiniquais, les Guadeloupéens votent, ils votent aux élections présidentielles. Il faut que ça soit aussi dans le comment dirais-je, comment expliquer ça, dans les attendus, dans l'action du candidat aux élections présidentielles. Tout candidat qui ne parle pas de vie chère, qui ne met pas en place un programme pour réduire le coût de la vie, on devrait le sanctionner électoralement. Or, ce n'est pas le cas. La France gagne plus en gardant avec ses outre-mer que sans ses outre-mer. Sans ses outre-mer, la France serait au 6e rang mondial, ne serait-ce qu'en termes de biodiversité, en termes de plein de choses. Or, la France ne rend pas aux outre-mer ce que les outre-mer permettent à la France d'avoir. À la France. Donc, tout ça, ça reste des 20 mots, on parle, mais je veux dire, il faut que la volonté de réduire les prix doit venir de Paris. Alors, on saura, en venant de Paris, on va quand même démanteler je ne vais pas dire les réseaux, mais expliquer pourquoi un pain que vous achetez à 1 €, vous le revendez 10 €, c'est parce qu'il y a eu des intermédiaires. Il devrait avoir une loi pour interdire les intermédiaires. Est-ce que selon vous, alors c'est une question que je vous pose comme ça, à un moment donné, est-ce que il faut passer par une plus grande autonomie donc, de nos régions donc, des Outre-mer, voire même à une indépendance? Question que je pose. Moi, je suis pas pour l'indépendance. Je ne suis pas pour l'indépendance. On a suffisamment d'exemples de pays de la Caraïbe qui sont indépendants où c'est pas la panacée. Je ne suis pas pour l'indépendance. Pour l'autonomie, plus d'autonomie, oui. Que permettre aux régions d'outre-mer
de prendre certaines lois qui protégeraient justement de certains abus, oui, je suis pour ça. Mais l'indépendance, je pense que ce serait une aventure, une folle aventure dont nous serons les premiers à pleurer. Daniel Dallain, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, le canal 407, sur Orange 398 et sur Free, le canal 932. Une émission que vous pouvez également télécharger, regarder donc quand vous le souhaitez sur nos différents réseaux sociaux, sur Dailymotion, sur YouTube, sur le Facebook de Téléantilles, mais également sur TikTok. Daniel Dallain, qui est donc le président du CREFORM, le conseil représentatif donc des Français d'outre-mer, dont vous êtes le président donc depuis 2018, une fédération, donc un lobby qui existe donc depuis 2014, donc 10 ans cette année. Nous n'avons pas fêté, nous avions prévu de fêter nos 10 ans. Ouais. Entre-temps, la délégation outre-mer, le président de la délégation outre-mer a sauté, puisque notre président, il a dissous l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'on voulait l'inviter, en tout cas comme personnalité, de parrainer notre truc. Je pense qu'on le fera en octobre. En octobre. Ouais. Très bien. Alors, pour revenir donc sur le CREFORM, donc vos délégations, alors on rappelle que vous intervenez donc ici sur l'Hexagone auprès donc des instances, auprès des ministères. Donc, est-ce que, alors question que je vous pose, pas que des ministères. Oui, pas que les ministères, mais les instances, je le dis donc de manière générale. Est-ce qu'il y a une action, Daniel Dallain, que vous avez portée et qui a obtenu des résultats? Question que je vous pose. Oui. Et laquelle? Ou lesquelles? Par exemple, pendant la période, la période Covid, nous avions des enfants, des jeunes étudiants qui étaient sans ressources du côté de Lyon. Nous sommes intervenus auprès des ministères. Ces enfants ont été pris en charge. Une partie a été rapatriée en Outre-mer. Aurait-il fallu que nous fassions un communiqué pour crier victoire, victoire? Non, c'est pas le genre de la maison. En tout cas, on l'a fait. Récemment encore, ce week-end, j'ai été interpellé par quelqu'un de la région Guadeloupe, le département de Guadeloupe, sur une dame avec son enfant, avec sa fille qui n'avait pas de logement, en tout cas qui n'avait pas d'hébergement. Le CREFORM, en tant que président le CREFORM est allé, on a assuré l'hébergement de la fille pendant 3 jours pour permettre, c'était le week-end, pour permettre que le département prenne le relais. Donc, on fait plein de petites actions comme ça, puisque ne nous leurrons pas, beaucoup de nos compatriotes sont dans des situations difficiles. Alors, le CREFORM, vous m'avez dit que c'est apolitique. Qui finance le CREFORM? Alors, le CREFORM vit de ses subventions qui ne sont pas nombreuses, enfin, de sa subvention. La dernière subvention du ministère des Outre-mer remonte il y a 2 ans, 3 ans. Bon, comme nous ne sommes pas une association dépensière, aussi des cotisations, et beaucoup de notre argent personnel, quand même, il faut le dire. D'accord. Dernière subvention, en date combien? On avait eu une subvention de 20 000 euros, 25 000 euros. On a payé 8 000 euros pour une maman qui avait un enfant qui a été retiré par la Vous étiez venu ici nous dire ça. Ouais. Ça nous a coûté 8 000 balles, même si la maman, plus tard, nous a mordu la main, parce que c'est comme ça, nos compatriotes, ils sont un peu comme ça. Ils oublient la main qui les nourrit et ils la mordent dès qu'ils peuvent. Voilà, donc on participe à plein d'œuvres de charité, d'aide. Et puis quand on n'a pas d'argent entre nous, on se cotise entre nous. Très bien. J'ai d'autres questions pour vous, Daniel Dallain. Donc je voudrais dire également donc en marge donc de cette présidence du CREFORM, vous êtes également donc maire adjoint de la ville de Saint-Denis, donc dans le conseil municipal donc de Mathieu Hanotin, qui est donc le premier magistrat donc de cette ville, et vous êtes à la délégation donc de l'handicap, de la ville inclusive et des anciens combattants. Oui. Voilà, ça vous laisse peu de temps aussi pour... En tout cas, ça m'enrichit. Ouais. Ça m'enrichit, parce que ça m'apporte... ça m'apprend à voir les choses avec de la distance. Ouais. Sinon, j'aurais été tout le temps en train de courir après les choses. Dans la municipalité de Mathieu, les choses se passent, donc on a tendance à s'inspirer de sa façon de faire. Et puis voilà, donc c'est bénéfique pour moi.
Très bien. Question pour vous, Daniel Dalin. L'affaire Pinto, on ne vous a pas entendu. On n'a pas entendu les réformes sur ses positions, sur la défense ou non donc d'Hervé Pinto, sur les réquisitions, sur ses droits. Donc, quelle est votre, Moi, j'ai suivi votre conviction sur... J'ai suivi l'affaire Pinto. Ouais. Comme je suis aussi, je suis l'affaire Pinto. L'affaire Pinto, c'est une affaire qui, normalement, si M. Pinto avait déposé une plainte comme on l'avait conseillé de faire à l'époque, peut-être que je serais pas resté aussi neutre. Mais ne l'ayant pas fait, ayant commis aussi des actes qui sont aussi, il faut le dire, répréhensibles par la loi, je me voyais mal défendre quelqu'un. En fait, l'affaire Pinto est complexe. Je ne sais pas si vous la connaissez, l'affaire Pinto. Oui, elle est complexe. Mais elle est très complexe. Alors moi, je voudrais avoir votre point de vue, parce qu'on ne vous a pas entendu. Non, mais quand les choses sont complexes, et que je pense qu'il y a plus de coups à prendre, parce que l'affaire Pinto, ce n'est pas noir ou blanc. Ouais. Il y a une zone grise qui est beaucoup plus importante, et que je pense qu'il était judicieux, en tout cas pour nous, CREFOM, de ne pas nous positionner. Dans le bureau, j'ai été sollicité. Dans le bureau du CREFOM, j'ai été sollicité. Certains m'ont même engueulé, pour ne pas dire, pour rester poli. Mais j'ai préféré qu'on reste neutre. Parce que Hervé Pinto, avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas blanc comme neige. Vous voyez? Donc, je défends les causes pour lesquelles je crois, mais je crois que l'affaire Pinto n'était pas aussi tranchée qu'on veut bien nous le faire croire. Donc, quand c'est pas tranché, ben, je préfère m'abstenir. D'accord. Pour vous, vous laissez... c'est la justice qui doit trancher, qui doit... Donc, la justice doit... Même si la juge d'instruction... Enfin, c'est quoi? C'est le procureur de la République ou la juge d'instruction a sorti des grosses conneries. Et il n'en demeure pas moins que l'affaire Pinto n'aurait pas existé si M. Pinto avait déposé plainte quand on lui avait conseillé, suite à la vente des terrains qui était en indivision, je crois que par son cousin. C'est bien ça. On lui avait demandé de déposer une plainte, il ne l'a pas voulu. Les gens ont acheté les terrains en toute bonne foi et que ça devenait compliqué après de les expulser. D'accord. Autre question, les billets d'avion. Alors, on en a beaucoup parlé. Vous êtes venu ici dans ce studio, sur ce plateau, donc nous donner votre point de vue. Est-ce que les choses vont bien mieux? Alors, on a vu l'an dernier donc l'explosion donc du prix des billets d'avion donc à l'aube donc alors à 6 mois des vacances, et puis quand les compagnies ont vu qu'il y avait un taux de remplissage qui n'était pas très favorable, on a beaucoup baissé les prix. On ne fait pas un peu yo-yo avec la communauté donc ultramarine en disant ben voilà, on met les prix très chers parce que on sait que de toute manière, un peu comme pour la vie chère sur nos départements, ils vont finir par se calmer et payer? Nous, à l'époque du collectif d'hommes, on avait dit la chose suivante. On avait demandé à nos compatriotes boycotter les compagnies aériennes. Ouais. On décide, pendant 1 an ou bien pendant 6 mois, on ne prend pas l'avion. Daniel Dalin, nous sommes en 2024, le boycott. Alors, je termine. Je termine. C'est pas raisonnable. Non, mais je termine. Oui. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on veut faire entendre raison aux compagnies aériennes, ne serait-ce que le respect, parce que les compagnies aériennes ne nous respectent pas. Oui. Ça c'est clair, elles ne nous respectent pas. Si on avait décidé de boycotter, ne serait-ce que de dire qu'on allait boycotter, je suis sûr qu'il y aurait eu quelque chose. Mais là encore... Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. On a boycotté en début d'année. On s'est dit... Vous avez vu comment les prix ont plus ou moins baissé. Parce qu'ils se disent la chose suivante. Nous sommes un peuple captif. Nous allons tôt ou tard revenir voir nos parents en Outre-mer et vice-versa. Et qu'ils attendent le moment où ça va reprendre pour remettre les prix les plus élevés. C'est ça la réalité. C'est ça le business. Que ce soit Air France, que ce soit Air Caraïbes, que ce soit Corsair, que ce soit n'importe qui, à partir du moment où ils savent qu'ils ont un peuple
un peuple, une population qui est captive, ils mettent les prix qu'ils veulent. Air France baisse de 50 €, Air Caraïbes va baisser de 60 €, Corsair va baisser de 70 €. Mais in fine, le coût du billet restera très élevé. Voyez? Et ces gens-là se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Et tant que nous ne sommes pas capables de dire nous boycottons, eh ben, ils auront encore de beaux jours devant eux. Donc voilà, on sait qu'il y a une entente entre ces trois compagnies nationales. Hein, avec la complicité encore de l'État. Je dis bien avec encore la complicité de l'État. Parce que si l'État voulait que les billets d'avion soient moins chers, en donnant ce qu'on appelle une délégation une DSP, une délégation de service public. De service public. Voilà. L'État pouvait mettre un cadre sur les prix. Pourquoi avec le gouvernement Sarkozy, avec un délégué interministériel dont c'était Patrick Caram à l'époque, il avait imposé aux compagnies aériennes un tarif à ne pas dépasser. Et ils l'ont fait. Donc un prix plancher. Voilà, un prix plancher, ils l'ont fait. Ouais. Donc ça veut dire que politiquement, ça peut se faire. Hein? Donc ils ne le font pas. Ça veut dire que nous autres ultramarins, antillais, guyanais, nous sommes comme des vaches à lait, on se fait braquer. Puis, bon, en parlant de ça, puisque vous me parlez des prix, oui. Je me rappelle très bien que j'avais dénoncé le coût élevé des billets d'avion. Il y a une sénatrice qui m'a dit « faut pas dire ça, les compagnies aériennes, elles sont limite de mettre la clé sous la porte. Hein » J'ai été auditionné par le Sénat, la commission outre-mer du Sénat. La sénatrice m'a dit non quand j'ai dit qu'ils avaient une main braquée dans notre poche. Je pense que cette sénatrice ne paye pas le billet d'avion. Parce que si elle payait le billet d'avion, elle n'aurait pas dit ça. Et elle continue à défendre les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes font du bénéfice. C'est une entreprise. Elle doit faire du bénéfice, ok. Mais pas de bénéfice de façon aussi élevée. Il y a bénéfice et bénéfice. Là, c'est du profit. C'est un peu comme la vie chère. C'est exactement ce qui se passe avec la vie chère. C'est le même système. Exactement. Très bien. Donc, et là, pas de solution. On attend, statu quo. On est pieds et mains liés. On attend que le gouvernement, ou encore ces compagnies, veuillent bien baisser, alors qu'on sait pertinemment que ça ne viendra pas. Tôt ou tard, il y aura une solution. Tôt ou tard, il y aura une solution. Très bien. Daniel Dallain, notre invité aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans cette émission, Les Invités de Mike. Il est également donc maire adjoint donc, à la ville de Saint-Denis, avec en charge le handicap, la ville inclusive et le portefeuille donc, des anciens combattants. Que fait-on à Saint-Denis, justement, dans votre délégation, la ville inclusive, le handicap, les anciens combattants? On voit que Saint-Denis, donc une ville très active, ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques, où vous avez reçu donc, le monde entier. Donc une belle édition pour cette édition 2024 qui a tenu toutes ses promesses. Donc on était un petit peu friand, puis finalement tout s'est bien passé. Saint-Denis ou bien le 93. Oui. Parce que c'est... Non mais particulièrement de Saint-Denis, parce que vous êtes de Saint-Denis. Tout à fait. On a vu que le gros du gros était dans la périphérie de Saint-Denis. Alors quand même, il y a eu un loupé sur Saint-Denis. C'est-à-dire le bassin aquatique qui devait recevoir donc cette compétition. Le bassin part aux normes, enfin bon... Oui, mais ça, c'est pas la ville. Il y a qu'en France qu'on voit ça. Non, mais ça, c'est pas la ville. Oui, mais enfin bon, c'est sur votre territoire. Mais n'empêche qu'on va bénéficier d'une belle piscine qui sera mise à disposition des populations du territoire. Ouais. Je dis bien du territoire. Donc, in fine, c'est un couac. Ouais. Bon. C'est pas un peu jeter de l'argent par les fenêtres quand même, où on fait un bassin, on a coupé des routes, des circulations, non, Mike, non. Il y a eu des travaux pendant 3-4 ans, et puis arriver... pour nous dire, finalement, le sport nautique, il aura lieu donc, à la U Arena. Enfin, oui, c'est une bonne chose. Ouais. On a hérité d'un centre aquatique. Ouais. Et il est fonctionnel aujourd'hui? Tout à fait. D'accord. Et non, ils sont en train de le remettre à niveau. Pas à niveau. De le remettre à mode... il faut l'homologuer. Non, pas l'homologuer. Le remettre mode tout le monde. Monsieur tout le monde. D'accord. Parce qu'il était quand même fait pour accueillir les épreuves. Il y a eu des épreuves. Voilà. Les épreuves de plongeon se sont déroulées à Saint-Denis. C'est vous le dites. Oui. Oui, mais j'y ai participé. D'accord. Enfin, j'y ai assisté. Ouais. Et il faut dire aussi que l'Arena,
Léon Marchand aurait pu être 4 fois champion du monde à Saint-Denis sur le territoire. Oui, il a été à l'Arena. Et les piscines de l'Arena, les bassins de l'Arena vont être offerts à Toulouse, par exemple. Ouais. Et vont être offerts à d'autres villes. Donc, in fine, rien n'est perdu. D'accord. Bon. Ce que je voulais dire, c'est parce que pendant ces Jeux Olympiques où j'ai eu l'honneur de donner 2 fois des médailles aux athlètes. Quelle épreuve? C'était le handicap, 400. Donc les Paralympiques, d'accord. Le Paralympique. On n'a jamais vu une ville, une région, à l'unisson de les uns souriaient avec les autres. Les gens, en fait, cette espèce de violence qui d'habitude est là de manière sous-jacente n'existait pas. D'accord. C'était la fête, c'était l'accueil, c'était le même vivre ensemble. Même les policiers, quand les gens ont tendance à critiquer, la police nationale, elle était conviviale. Elle faisait son boulot, mais elle était conviviale. Donc, on peut dire que le vivre ensemble pendant cette période-là a été, c'est une réussite. Ouais. Et rien que pour ça, je dis que, puis la ville de Saint-Denis aussi a eu sa part. Donc, on a respecté, selon vous, donc on a respecté la doctrine donc, de Pierre de Coubertin. Donc, on est venu participer. Tout à fait. Et faire la fête et rien d'autre. J'ai eu le plaisir de rencontrer des délégations africaines, parce que j'habite juste à côté du village olympique. Le soir, ils traînaient un peu dans le quartier. J'ai passé des soirées à discuter avec ces délégations parce qu'ils étaient demandeurs, c'était sympa. Ouais. Je crois même qu'on a eu le blues après les Jeux Olympiques. D'accord. Ouais. Il faudra peut-être faire des mini-Jeux Olympiques à Saint-Denis tous les ans. Pas à Saint-Denis, mais faire des enfin, vous avez les infrastructures pour, vous avez le Stade de France, vous avez le bassin qui va être remis à disposition, vous avez d'autres structures sur la ville, et puis vous avez donc des espaces pour accueillir du monde. Non, mais la ville de Saint-Denis, c'est une ville qui est très active en matière de sport. On a une équipe de rugby, on a du basket, la ville de Saint-Denis tourne. D'accord. Mais je parlais d'un événement mondial comme les Jeux Olympiques qui se sont déroulés pour partie à Saint-Denis et qu'avec l'héritage que ça va nous laisser, on parlera de Saint-Denis encore dans 10 ans. D'accord. Enfin, il y a 30 ans, quand on parlait de Saint-Denis, c'était uniquement la basilique. Hein. Oui. Ouais. Enfin, aujourd'hui, on parle du Stade de France, on parle de structures, d'autres choses. Puis il faut savoir que la municipalité a mis, je crois, 15 000 billets à disposition des associations, de la population. Jamais on a fait autant, on a distribué autant de billets pour la population pour assister aux Jeux Olympiques. Entre nous, toutes les villes du territoire avaient des billets pour. Oui, mais nous, je pense qu'on en avait forcément, beaucoup plus. Un peu plus. Donc, on les a quasiment toutes distribuées. Ouais. Voilà. D'accord. Vous gardez donc de très très bons souvenirs de cette édition des JO. Ah oui. Les Paralympiques où vous avez été désigné pour remettre des récompenses. Voilà, c'est quelque chose qui restera donc gravé, marqué. Donc, ah oui, par 2 fois j'ai eu cette chance, cet honneur, je veux dire. Ouais. Je pense que ce sont des événements qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et ce que vous devez savoir, c'est que la ville de Saint-Denis a organisé la vente des invendus pendant les Jeux Olympiques, du matériel, maillot, short, tout ça, en 3 heures de temps. Un événement qui devait durer de 10h à 18h, ça a duré de 10h à 13h, 14h. Il n'y avait plus rien après. Ouais. Donc, on a vu qu'il y avait cette effervescence autour donc, des fanions, des maillots, des gadgets, donc des choses qui étaient là pour que la fédération... le CIO avait mis à dispo pour les JO, donc il y a eu cet engouement donc, du monde entier, des touristes pour... voilà. Et puis ça s'est bien passé. Et vous avez tiré profit à Saint-Denis. Ah ben quand même oui. Mike, mais bien sûr. Non mais tant mieux, tant mieux. Bien sûr. Ouais. Ça nous a permis, par exemple le quartier Pliel où je suis, a été totalement rénové. Ouais. On a remis la tour Pliel la tour Pliel dont tout le monde connaissait, qui était laide, qui était quasiment noircie, dont les gens regardaient avec... Il y a quoi maintenant à la tour Pliel? C'est quoi? C'est des hôtels? Il y a un hôtel, il y a 2 hôtels en fait. D'accord. Et un restaurant et une piscine au 40e. D'accord. Autrefois c'est la CAF. Ouais. Voilà. Autrefois c'est la CAF, c'est resté longtemps inutilisé. Ouais. Et donc ça a été désaffecté, reconstruit, voilà. Tout à fait, désamianté, tout ce que vous voulez. Et il y a la tour, et puis après il y a un deuxième bâtiment qui sert de palais des congrès. D'accord. Donc
en fait, ça amène de la vie Ouais. dans le quartier. Et je pense que grâce aux Jeux Olympiques, la ville aura progressé au moins de 20 ans. D'accord. Mais pendant 3, 4, 5, 6 ans, peut-être même 10 ans, circuler dans Saguenay, c'était très compliqué. Ah ben oui, j'habitais à côté, donc c'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Oui. Ça y est, tout est revenu à la normale. Tout revient à la normale. On a même la nostalgie de trouver, parce que les rues étaient balayées tous les jours, propres, tout ce que vous voulez. Ouais. Très peu de voitures. Le cœur de On ville. balaye plus, là, ça y est, c'est fini. On balaye moins. On balaye moins. En tout cas, on voit beaucoup plus les trucs par là, terre. ce que vous êtes en train de nous dire que les politiques, quand même, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on reçoit le monde entier pour ne pas subir cette critique C'est une vitrine. Oui, ouais. Enfin, la vitrine, il faudrait qu'elle soit vitrine tout le temps. Oui, ça aurait été C'est votre demande, l'idéal. d'ailleurs, en tant que politique. Oui, ça aurait été Ouais. l'idéal. Mais jamais on a eu autant de policiers à Saint-Denis. Oui. Jamais la délinquance avait disparu. Ouais. Disparu. Les vendeurs de cigarettes, les machins de tout ça, on n'en voyait plus. D'accord. Ben, les policiers sont partis. Petit à petit, ils sont en Ça train, revient. ils sont en train de réinvestir. Ouais. Mais la ville, le maire, la volonté du maire, c'est bien de sécuriser la ville, de faire perdurer cet état de propreté, tout ça. Mais si l'État ne s'y met pas, on n'y arrivera pas. D'accord. Quand vous dites l'État se met pas ça, donc pour accueillir donc le monde entier à Saint-Denis, donc dans ces JO, il y a eu donc un financement donc à hauteur de combien donc des Ça, je services sais de pas. l'État? Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai rencontré des policiers marseillais, guadeloupéens, martiniquais, qui venaient de Martinique, un peu de Guadeloupe, un peu de Marseille. Pour renforcer. Pour renforcer. C'était marrant. Ouais. J'ai discuté avec certains. Un policier avec un accent alsacien qui vous arrête, qui vous pose une question, alors que le mec, il a un gros accent alsacien, l'autre qui a un accent marseillais. Et il ne connaît pas le quartier mieux que vous. Enfin, ouais. Donc c'était sympa. Non, c'était vraiment sympa. D'accord. Donc je garde un très très bon Vous aurez souvenir. une note à donner donc, sur l'organisation de ces JO sur ces territoires franciliens, mais de la France. Sur 10 voilà, allez, sur 20. Bah, sur 20, je donne 18. 18, ouais. Bon. Voilà, et vous donnez 20 sur 20 à Saint-Denis. Non, je donne toujours 18. Parce que tout n'a pas été parfait à Saint-Denis. Je suppose qu'il y a eu des couacs, mais des couacs suffisamment minimes qui puissent passer inaperçus. D'accord. Ouais. Alors, on a entendu, certaines personnes disaient, oui, on a eu cette ouverture, donc un très beau spectacle, donc le vendredi soir, et puis d'autres qui étaient un peu moins, voilà... Vous voulez parler des cérémonies d'ouverture? Les cérémonies. Vous en pensez quoi, vous? La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, elle était géniale. Ouais. Bon, elle était grandiose. On peut ne pas aimer. Tous les tableaux? Oui, on peut ne pas aimer. D'accord. Je dis bien, on peut ne pas aimer. Mais il faut reconnaître qu'elle était géniale. On peut dire ce qu'on veut, mais elle était géniale. Ouais. Je crains fort que les Américains n'arrivent pas à la hauteur de ce qu'on a produit. Vous vous rendez compte? Enfin, pour Los Angeles, ils ont 4 ans pour se préparer. Non, mais donc, tout à tour. Paris, c'est pas Los Angeles. Ouais. Paris, c'est une ville qui est chargée d'histoire, avec des monuments, des machins. On a joué avec les monuments. On a fait une cérémonie dans la ville. Los Angeles aura du mal à faire la même chose. Ouais, mais enfin, ils ont 4 ans pour réfléchir. Donc, s'ils ont besoin de conseils, je pense que... Et puis les challenges sont faits pour être relevés, donc on ne comprend pas. Donc, vous sous-estimez les Américains, c'est pas bien. Non, les Américains... Mike, c'est la première fois qu'il y a des Jeux Olympiques qui se font dans une ville, dans la ville. Les Américains vous emmènent dans un stade. À Londres, c'était dans un stade. Là, ça se faisait avec la Tour Eiffel, ça se fait... Partout sur... en plein cœur de ville. N'oublions pas jamais ça. C'était vraiment quelque chose de grandiose. Très bien. Non, mais vous avez l'air d'être très, très satisfait. Donc, non, j'en garde un bon souvenir, en tout cas. Vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Nous aussi, on a fortement apprécié. On n'a pas eu de billets. J'ai emmené des personnes handicapées. J'ai emmené des personnes handicapées assister à l'escalade à Villepinte. Des personnes handicapées qui C'était à Villepinte? C'était pas au Bourget, l'escalade? Non, c'est à Villepinte. Non, c'est au Bourget. Au Bourget. Vous ne connaissez pas le territoire? Non, si, je connais. Je connais. Je les ai emmenés. Non, Villepinte, c'était la boxe. C'était la boxe à Villepinte. Donc, je les ai emmenés. De voir les gens sourire, de voir les gens, quand on rentrait, ils étaient contents, ça nous a fait plaisir. Mais c'était vraiment... Bon, c'est vrai que si Téléantilles nous avait demandé des billets,
je me serais dépêché. Bah, nous, on est un peu comme ça, donc on ne demande pas trop. Donc, vous avez vu, on fait. Vous êtes modeste. Voilà, donc on est très modeste. Alors, j'ai pu aller voir quelques épreuves. Vous aviez vos entrées. La ville de Stein avait des billets aussi. Oui, aussi, ouais. Voilà. Alors, un peu moins que Saint-Denis, mais il y en avait. Oui, je sais. D'accord. Daniel Dallain, notre invité, mesdames, messieurs, dans cette émission, les invités de Mike, émission que vous pouvez donc retrouver quand vous le souhaitez sur les différents réseaux sociaux, sur le Dailymotion de Télé Antilles, le YouTube, le Facebook, le TikTok de Télé Antilles. Télé Antilles, vous le savez, donc sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407. On a parlé donc de quelques sujets. Faudra revenir plus régulièrement, c'est ce qu'on s'était promis, Daniel Dallain. Donc il y a 2 ans. On va faire une petite émission tous les 2 mois, c'est bien. Moi, ça me... Pour prendre une petite température, pour nous dire précisément ce qui se passe. Alors aujourd'hui, donc on a un nouveau gouvernement qui est en place. Vous nous direz donc lors de votre prochain passage ici dans cette émission les actions que vous comptez mener ou que vous avez menées donc auprès donc des instances qui sont en place, des organisations qui sont en place et qu'est-ce qu'on prépare pour les Antilles. Alors, cette vie chère donc, sur le territoire, donc, vous suivez, hein, comme vous l'avez dit, vous suivez un petit peu donc, jour par jour donc, l'évolution de la situation. Oui, ouais. J'ai des contacts, on a des contacts réguliers qui nous font des rapports journaliers sur ce qui se passe. Mais on va quand même interpeller le ministre de l'Outre-mer sur c'est le CREFOM. Hein. François-Noël Buffet, donc vous m'avez dit que vous ne le connaissiez pas, donc il a pris ses fonctions depuis peu. On va lui demander une audience pour parler justement de la vie chère. Parce que je pense que l'État, comme j'ai dit, l'État est responsable de ce qui se passe en Outre-mer par rapport au prix des billets. Vous voyez, je focalise encore sur les billets. Par rapport au prix de l'alimentation, l'État n'a pas pris ses responsabilités. Et ne prend toujours pas ses responsabilités. Eh ben, nous, on est là, on va leur dire qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. D'accord. Mais nous, ici, dans l'Hexagone, on se sent, ma foi, et je vous tends la perche, donc, président Daniel Dallain, puisque vous êtes donc à la tête donc, de ce CREFORM, donc Conseil représentatif donc, des Français d'Outre-mer. On se sent, nous autres, impuissants. Que pouvons-nous faire pour soutenir nos compatriotes qui sont là-bas, qui ont démarré donc une lutte depuis le 1er septembre, dont on ne voit pas forcément aujourd'hui, donc au moment où je vous parle, donc une issue favorable, le bout du tunnel, pour être concret. Que pouvons-nous faire pour que les choses puissent, ne serait-ce que, qu'on essaye de changer, même si on sait que ça ne changera pas du jour au lendemain, mais on ne peut pas rester dans cette situation, c'est critique. J'ai une idée comme ça. On peut envoyer tout le monde à l'adresse de la présidence de la République, rue du Faubourg Saint-Honoré. On peut envoyer un courrier, halte à la vie chère en Outre-mer. Envoyer ça comme ça, ne serait-ce que c'est un ballon d'essai, de voir comment ça prend. Mais c'est juste pour montrer que... C'est très bien, Daniel Dallain, nos courriers vont finir à la poubelle, ils seront brûlés. Non, parce que je me rappelle, à un moment donné, à une époque, on avait le standard. Vous pensez que la présidence de la République prendra le temps de lire tous ces courriers qui vont arriver donc, dans leur corbeille par... Mike, je pense... Non, je suis pas naïf. Je suis pas naïf. Ouais. Mais c'est la première marche. Ouais. C'est la première marche avant une prise de conscience. Montrons au président de la République que nous avons pris conscience, que nous sommes solidaires de nos frères et sœurs. C'est quoi? Je ne pense pas qu'on allait en faire un défilé, on allait en faire une marche. Mais justement, le CREFORM, pourquoi le CREFORM n'organiserait-il pas une grande marche je ne suis pas, par exemple, sous la place de la République? Mais pourquoi pas? Ouais. Mais c'est comme ça qu'il faut se faire entendre. Il faut simplement, parce que je sais qu'il y a plein d'associations qui sont aussi... Mais il ne faut pas faire des actions... non, mais je dis... séparées. Il y a plein d'associations qui travaillent, qui sont solidaires. Il faut qu'on soit en capacité de fédérer tout ce monde-là, parce que les gens veulent être leaders. Moi, je veux bien suivre, hein, ça ne me pose aucun souci. Je n'ai pas d'état d'âme. Je veux bien suivre, si c'est quelqu'un d'autre qui va... Mais il faut qu'on le fasse. Mais Daniel Dallain, s'il doit y avoir un leader pour monter ces actions et sensibiliser donc, la communauté donc, ici à Paris, au-dessus des CREFORM, il n'y a rien.
On est d'accord. Mike, nous savons, nous connaissons la susceptibilité, la sensibilité de nos présidents d'association. Ouais. Nous le connaissons tous. Vous la connaissez, je la connais. Je ne veux pas me retrouver dans des situations où les gens pourraient penser qu'on essaye d'avoir le lead sur quoi que ce soit. On va regarder comment on peut organiser quelque chose, même si je pense que ce n'est pas en faisant une marche sur les Outre-mer, pour les Outre-mer, que le problème va être résolu. Alors, les seuls moyens pour résoudre le truc, comme j'avais dit par exemple par rapport aux billets d'avion, c'est de boycotter les compagnies aériennes. Vous voyez, là, c'est du direct, c'est du concret. Comme eux, là-bas, ils boycottent les magasins ferment les uns après les autres, les centres commerciaux ferment les uns après les autres. Ouais, ça, c'est du concret. Ouais, mais Daniel Dallain, ils ont le pouvoir, ils ont les finances pour réouvrir demain à un autre endroit. En tout cas, ils ont fait mail. Là, ils ont fait mail. Oui, mais c'est un faux problème parce qu'on sait très bien que ils ont, enfin... Non, Mike, il ne faut pas minimiser. Voilà. Il faut pas minimiser. C'est personnes qui ont le pouvoir économique, qui ont 80% donc, de l'économie du pays entre les mains, peuvent réouvrir quand ils veulent, oui, mais où ils veulent, une journée de fermé, c'est de l'argent en moins pour eux. Oui. Et ces gens-là, ils tiennent à leur argent. D'accord, mais ils en ont beaucoup déjà. Mais ils tiennent à leur argent. Ouais. C'est l'État, je le redis, tout dépendra de l'État. Mettons en place les conditions pour que l'État puisse leur demander des comptes. J'ai cru peut-être... Alors, pour les comptes, on dit que généralement, il doit y avoir donc concurrence. Une même famille ou un même groupe ne peut pas détenir plus de, je ne sais plus quel pourcentage on le sait. Voilà. Mais et l'État laisse faire. Mais est-ce qu'on a besoin... Vous pouvez intervenir là-dessus ou pas? Est-ce que vous avez le pouvoir d'intervenir là-dessus? Est-ce qu'on peut laisser... La question que je pose, est-ce que comment dirais-je, elle est marrante cette question-là. Est-ce qu'un groupe, on a besoin de Carrefour, Auchan, Lidl, Leader Price, tous ces trucs-là. Oui, si ce n'est pas détenu par un même pouvoir. Non, sur un seul territoire. Oui, si ce n'est pas détenu par un même pouvoir, comme l'exige la loi. Déjà, moi, je pense qu'on n'avait même pas besoin de tout ça. Oui, parce que quand on les a donc, ici dans l'Hexagone, on sait très bien que... Oui, mais dans l'Hexagone, ça représente... Il y a une guerre des prix et ça représente un marché de combien de personnes dans l'Hexagone? Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que qui est donc tous ces ce groupement d'enseignes, oui, mais pas détenu par un seul et même groupe où il n'y a pas de concurrence et que les prix pratiqués dans un magasin est le même dans l'autre et dans le même dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Donc à un moment donné, il n'y a pas de concurrence. Bon. C'est interdit. Mais voilà. Donc, et ici en France, on le voit. Quand vous avez deux enseignes donc, qui sont face à face, voilà, il y a une guerre pour tirer les prix vers le bas. Ce n'est pas le cas sur les aux Antilles, tout est fait pour tirer les prix vers le haut. Donc depuis la création de la colonie, après au département, ça a toujours été. Ouais. Ça a toujours été. Comment on arrive à exploiter les populations ultramarines le maximum de fois. Et je redis, c'est une volonté de l'État. Et de faire à ce que les prix soient baissés au moins de 15%. C'est pas normal que ce soit aussi cher que ça. Et je le redis, c'est une volonté de l'État. Mettons en place des conditions pour forcer l'État à réagir. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Dallain, d'être venu, en tout cas, donc, aujourd'hui, dans cette émission. Les invités de Mike, mesdames, messieurs, si vous souhaitez donc, participer, hein, donc, vous êtes acteur donc, du monde associatif ou alors à la tête d'une délégation, comme Daniel Dallain, vous pouvez donc nous envoyer un petit mail, lesinvitesdemike@gmail.com. Nous sommes sur Free, nous sommes sur Bouygues, nous sommes sur également Orange, donc sur ces différentes box, et puis des émissions que vous pouvez également télécharger, regarder sur les différents réseaux sociaux, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Facebook, et le TikTok de Télé Antilles, une émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon, que nous remercions et que nous saluons une nouvelle fois. On salue donc la mise en image réalisée par Jean-François Saint-Louis. Et puis, des salutations également à notre directrice des programmes, Danielle Borilla, donc, qui est toujours donc, là
à surveiller. Donc, voilà notre programmation. C'est son job. Vous voulez rajouter? Non, non, elle n'est pas là, mais voilà. Elle vous regarde, hein, si vous souhaitez la saluer. Bonsoir, Daniel. Donc, Daniel comme vous, mais c'est une dame. Donc, les Daniel, généralement, sont des gens bien. Voilà. Très bien, puisque vous le dites. Mais enfin bon, on préférait, donc, justement, puisque vous parlez donc des gens bien, on préférait aussi que vous veniez avec de bonnes nouvelles aussi pour nous lors des prochaines émissions. Je pense que si tout va bien, normalement, je devrais venir avec de bonnes propositions. Voilà. Quand les gens vous croisent dans la rue, Daniel Dallin, qu'est-ce qui... alors, c'est vrai qu'on est en fin d'émission, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Sur quoi on vous interpelle le plus aujourd'hui? Alors, on a eu le problème donc, des congés bonifiés où les gens se battaient parce qu'ils ne voulaient pas qu'on passe à 1 mois tous les 2 ans. On voulait rester. Quelle a été la position du CREFOM là-dessus? On s'est battu hein, pour maintenir. Pour le maintien. On est hors antenne. Oui, non, on est à l'antenne, on est en direct toujours. Juste, on est sur l'antenne. Oui, on est toujours en direct. Oui. Il y a des choses, il y a des actions que je fais que je ne peux pas décemment. Dévoiler, mais je continue toujours à aider mes compatriotes. Très bien. Donc, voilà, mais la formule 1 mois tous les 2 ans pour les congés bonifiés, c'est pas forcément non plus une mauvaise Non, mais c'est de l'arnaque, en fait. Oui. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. En fait, les congés bonifiés font, à cause des congés bonifiés, bon nombre de municipalités recrutent de moins en moins d'ultramarins. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas se... Vous savez, les communes ne sont pas très riches. Ils ne veulent pas se retrouver avec cette problématique de congés bonifiés. Les communes... mais ça reste un billet d'avion à payer tous les 2 ans. Oui, non, mais c'est quand même un billet d'avion tous les 2 ans. Ouais. C'est le cas pour vous à Saint-Denis? On recrute moins d'ultramarins parce qu'on doit payer? Non, à Saint-Denis, il y a beaucoup d'Antillais. Il y a beaucoup d'Antillais à Saint-Denis. Il ne faut pas se... Mais je sais, de source sûre, que beaucoup de communes refusent de recruter des ultramarins parce que la problématique des congés bonifiés, elle est prégnante sur le budget. Et vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'il y a même beaucoup de communes qui refusent de donner les congés bonifiés alors que on a des ayants droit. Là, il y a beaucoup de communes, et je suis déjà intervenu par rapport à quelques communes qui ont supprimé les congés bonifiés et qui, suite à notre intervention... Ont-elles le droit de faire ça? Non. D'accord. Suite à notre intervention, elles sont revenues sur le... D'accord. Parce que nous pensons, et nous l'avons dit, à partir du moment où vous êtes parti, vous avez bénéficié des congés bonifiés, par exemple, je dis une connerie, en 2005, en 2008, c'est tous les 3 ans maintenant. Ouais. C'était tous les 2 ans. Non, c'était ouais. tous les 3 ans. Et non, c'est tous les 2 ans. À partir du moment où vous avez fait 2005, 2007, 2009, 2011, on ne peut pas vous retirer vos congés bonifiés. D'accord. Or, il y a des communes qui, en 2011, ont supprimé. Disent, vous avez perdu, votre centre d'intérêt matériel et moral a été déplacé. Depuis quand il a été déplacé? La tombe de vos parents reste là-bas. Donc. Après, maintenant, ils vous demandent un compte bancaire. Toutes sortes de choses que nous avions, à l'époque, combattues et qui étaient rentrées, qui avaient disparu. Mais comme ces communes ne sont pas très argentées, elles trouvent des excuses, des prétextes pour ne pas donner les congés bonifiés. Alors, autre question, est-ce qu'on peut refuser donc, les congés bonifiés dans une collectivité telle qu'elle est, enfin une petite commune par exemple, pour des raisons financières? Oui, peut-être, oui. Ouais, moi, je dis aux personnes à qui on a supprimé les congés bonifiés, c'est un combat que nous avons mené depuis de très longtemps, qu'elles nous contactent. D'accord. Nous les accompagnerons. Parce que les congés bonifiés, c'est un droit. C'est une loi qui institue les congés bonifiés. Et que si la personne, à mon époque, c'était 36 mois d'activité. Je ne sais pas si c'est toujours 36 mois. Mais si la personne rentre dans les critères, eh ben, on se fait fort de l'accompagner au tribunal administratif pour faire valoir ses droits. Très bien. Si on veut rentrer en contact avec le CREFOM, Daniel Dallin? CREFOM.fr. CREFOM.fr. Donc, le site internet. Donc site internet, et puis voilà, sur l'annuaire, il y a notre numéro de téléphone. Très bien. Donc, on peut rentrer en contact avec vous pour tout sujet, si on a peu importe quel que soit le sujet. Si les gens veulent aussi adhérer au CREFOM, c'est une bonne idée. Plus on sera nombreux, meilleur on pourra avancer dans le combat. L'adhésion au CREFOM, quel montant pour 20 €. 20 € l'année, tous les ans. Voilà. D'accord.
Très bien. Daniel Dalin, qui était notre invité aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans cette émission, les invités de Mike. On a un petit peu survolé quelques sujets, hein, pas tous. On a parlé donc de la vie chère en Martinique, avec notamment la sensibilisation. Et on n'a pas parlé de la Nouvelle-Calédonie. Quel est votre positionnement justement sur ce dossier, la Nouvelle-Calédonie, nos amis Kanak qui nous regardent peut-être aujourd'hui? D'abord, je salue nos amis Kanak. Ouais. Et je leur dis que nous leur apportons, on regarde avec attention ce qui se passe en Kanaki. Parce qu'en fait, l'État français, encore une fois, est en train de faire une substitution de population. Ouais. Expliquez-moi qu'un pays qui était les Kanaks, qui représentaient 96% de la population, X années après, il ne représente que 36%. Entre-temps, on a favorisé, on a organisé l'arrivée de personnes métropolitaines françaises sur le territoire, de plus en plus nombreuses. Ouais. Et c'est ce qui va se passer en Outre-mer, en Martinique. Et ça vous étonne, Daniel Dalin? Non, mais ça ne m'étonne pas, mais je le dis. Oui. Et c'est ce qui va se passer en Martinique et en Guadeloupe si on n'y fait pas attention. Ouais. Parce que quand on à la discute, différence, quand on a discuté il y a 30 ans avec la loi, les propositions avec l'affaire Marie Djibaou, enfin bon, on ne va pas revenir sur le passé, mais quand on vous dit dans 30 ans, nous allons vous reposer la question sur le statut à avoir à adopter, et puis vous avez 30 ans pour faire parce qu'ils ont une migration organisée. Tout à fait. Ça veut dire que le français, les dirigeants français, ils sont pas honnêtes. Ils sont remplis d'arrière-pensée. On fait la paix, et je crois que c'est Bernard, c'est comment il s'appelle? C'est Bernard Ponce qui a organisé ça, il me semble. Et de faire venir, d'inverser la population. Et c'est ce qui va se passer en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, si on n'y fait pas gaffe. Bon, en Nouvelle-Calédonie, il reste encore les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, on leur a supprimé leur rôle au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Ils se sont retrouvés un petit peu marginalisés, en fait, même caricaturés. Donc, il est normal que la Nouvelle-Calédonie soit, comment dirais-je, notre feu rouge, en fait. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie peut se passer en Martinique et en Guadeloupe, même si ce n'est pas les mêmes statuts, hein, mais ça reste l'outre-mer. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie peut arriver à la Martinique et à la Guadeloupe si on n'y fait pas attention. Très bien, c'est vrai que quelques 35 ans après, donc après la grotte d'Ouvéa, donc c'est vrai, où voilà, Jean-Marie Djibaou, donc ce chef kanak qui s'était beaucoup battu pour la défense de son territoire, donc voilà, les choses ont été inversées. Vous avez vu, Mike, à la télévision, vous avez les loyalistes qui sont monocolores d'un côté et ceux qu'on dit les indépendantistes, les machins, de l'autre côté. Et entre-temps, entre ça, il y a la police, la force armée de l'État qui, parce que l'État s'entend à faire régner l'ordre dans le département, dans le territoire. Et il y a eu combien de morts chez les Kanaks? Il y a eu combien de morts chez les Kanaks? Il y a eu des morts chez les Kanaks. Parce que le Kanak est montré du doigt et considéré comme... alors que le gars, il se bat pour son territoire. En tout cas, puisqu'il est dans un contexte français, il se bat pour une égalité de droit. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts pour obtenir des résultats. Alors justement, en parlant donc de morts est-ce que vous trouvez normal que pour une délégation, pour un peuple martiniquais, pour revenir sur la vie chère, qu'on envoie donc la CR8, qui est donc la compagnie la plus radicale, en tout cas en matière donc de maintien de l'ordre et de sécurité, pour des Martiniquais qui demandent une seule chose, qu'on réduise les prix de l'alimentation dans les grandes surfaces. Ça prouve une chose, que l'État ne connaît qu'une seule chose concernant les Outre-mer, la matraque. Ça ne prouve que ça, la matraque. Toute manifestation sociale a toujours été réprimée, soit dans le sang, ou bien soit à coup de matraque. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pour ça que je salue l'intelligence du R qui joue, enfin qui calme ses troupes, qui discute, qui prend du recul,
qui donne aucune possibilité à l'État, en tout cas au gouverneur, enfin au préfet, de déclencher... Son nom reste le préfet. Hein, c'est un lapsus. Voilà. Monsieur Bouvier, qui n'est pas gouverneur, qui est préfet de la République. Oui, mais bon, c'est un peu la même chose. Ouais. Alors, Serge Letchimy, à l'Assemblée nationale, disait que voilà, il faudrait donc une Martinique plus autonome et supprimer le rôle du préfet. Alors, il faudrait peut-être quelqu'un pour les pouvoirs régaliens donc, de l'État. Alors, je ne sais pas comment on l'appellerait. Supprimer le rôle du préfet donc, sur nos territoires et donner plus d'autonomie, donc par exemple à la collectivité territoriale de la Martinique. Vous êtes pour ou pas? Moi, je suis pour. Ouais. Je suis pour. Tout ce qui est fait pour nous, avec nous, est bon. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, alors quand ça décide de Paris, forcément, les mecs qui décident des choses pour les Antilles, soit ils n'y ont jamais mis les pieds, ou soit ils y ont mis les pieds, Moïse était à l'hôtel. Vous avez vu que pour la vie chère, le préfet a fait venir une délégation qui est restée 24 heures en Martinique et qui est repartie aussitôt avec un rapport qui... Enfin, c'est du n'importe quoi. Mais vous le voyez, quand le ministre même vient donc sur nos territoires, il va rester une journée en Martinique, un jour en Guadeloupe, un jour en Guyane et il rentre à Paris. Comment peut-on prendre en considération la vie de ces territoires quand on n'y habite pas? Il faut mettre un ministre antillais. Il faut mettre quelqu'un du cru. Si vous voulez vraiment guérir la chose, il faut mettre quelqu'un... On en a eu. Bon, mais il faut lui donner... On a eu Victorin Lurel, on a eu Marie Panchard. Lurel n'a pas été inactif. On a eu Mme Paul-Langevin. Lurel, je pense on a eu Mme Paul-Langevin, on a eu Lurel, on a eu Panchard. Les choses n'ont jamais évolué. Mais de tous les ministres qui, je pense, qui ont été actifs, il y en a qui ont été plus ou moins actifs. Ouais. Lurel a été parmi ceux qui ont été actifs. Ouais. Bon, c'est tout. Après, il faut... D'abord, moi, je suis pour la suppression du ministère des Outre-mer. Actif ne veut pas dire de bons résultats. Hein. Je suis pour la suppression du ministère des Outre-mer. Actif ne veut pas dire de bons résultats. Mais il a tenté de faire des choses. D'accord. Voilà. Bon. Mais quand vous êtes dans une équipe, je le vois à la municipalité, vous êtes dans une équipe et que vous êtes noyé par la discipline collective, ça devient compliqué. Merci. Alors, c'est compliqué, très compliqué, c'est le moins que l'on puisse dire. Daniel Dallain, mesdames, messieurs, notre invité aujourd'hui dans cette émission, Les Invités de Mike, réalisé par Peggy Ladéon. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. À très vite sur Télé Antilles pour d'autres invités, d'autres interviews. Merci à vous, Daniel Dallain, d'être venu nous voir. Merci, Mike. Dans cette émission. Et merci, Peggy. On a promis de se faire une petite émission. Alors, vous êtes le garant donc, de nos évolutions. Alors, je ne dis pas révolution, hein, donc de nos évolutions ici donc, sur l'Hexagone. Et on veut vous avoir un peu plus longuement. Vous pourrez même venir avec un invité, voyez-vous. Donc, on a de la place pour... Très bien. Voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, donc si vous avez des spécialistes du billet d'avion, des spécialistes de la vie chère, des spécialistes sur... Je pense qu'il faudra qu'on se repenche sur les billets d'avion. Ouais. Parce que c'est un sujet qui est prégnant. Ouais. Il faut qu'on parle des billets d'avion. Pas de problème. Quand vous souhaitez, donc Daniel Dallain, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Les Invités de Mike, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement. Et sachez-le, ici à Télé Antilles, on n'a qu'une devise, c'est de rester toujours plus près de vous.